Insister sur le fait que, de mon point de vue, évidemment c'est un point de vue très critiquable, très discutable, de mon point de vue, la période dans laquelle nous rentrons, qui est une période que nous avons tendance assez naturellement, intellectuellement, à considérer comme étant une période de transfert, de simple translation entre ce que nous avons connu avant 2007, le démarrage de la crise, de ce qu'on appelait la crise, et aujourd'hui, nous avons donc le sentiment qu'on va redémarrer de la même manière et que nous allons, au fond, nous trouver confrontés à des problèmes nouveaux. Et ma conviction est la suivante, c'est que la période dans laquelle nous rentrons n'a rien à voir avec la période que nous avons connue. Je vais essayer de vous le montrer en 9 minutes 27 secondes, avec derrière l'idée que le trouble de la période dans laquelle nous allons nous trouver plongés nous conduit obligatoirement à craindre toute forme finalement de populisme ou toute forme de vision excessive d'idéologie ou de religion. Tout ça parce que les repères que nous avions jusqu'alors, qui était l'idée que le monde allait croître et se développer, vous vous souvenez, il y a simplement 7-8 ans, on avait le sentiment qu'il y avait assez naturellement un transfert d'activité des pays de l'OCDE vers les pays émergents et que ceci conduisait finalement à une sorte de passage de témoins et une croissance qui allait se développer assez naturellement. Tout ça me semble inexact et c'est plutôt l'incertitude qui prévaudra dans les années qui viennent et derrière l'incertitude, les difficultés qui passent de l'économique aux politiques et aux géostratégies. Alors ma conviction est que ceci est lié à l'existence de 3 contraintes non résolues qui prévalaient avant l'année 2007. Je vous rappelle, 2007, c'est le 8 août 2007, 2 fonds, tout ça est symbolique, mais 2 fonds de BNP Paribas sont fermés parce qu'ils ont quelques éléments de subprime dans le fond et qu'il faut que la personne qui a ça en charge prend peur et décide de fermer les fonds. Bon. 3 donc, au fond, raisons de contraintes qui n'ont pas trouvé de solution et 3 difficultés nouvelles qui modifient complètement le paysage économique mondial dans lequel nous allons nous trouver plongés et dont la première des caractéristiques, je vous demande de bien écouter parce que on verra si c'est vrai ou c'est faux l'année prochaine, amiral, c'est le ralentissement très significatif de la croissance mondiale que je crois on commence à voir apparaître, enfin qu'on voit apparaître d'ailleurs, mais dont je pense qu'il est destiné à perdurer pendant quelques années. Les 3 contraintes non résolues sont les suivantes. La première, la financiarisation de l'économie. Vous vous souvenez qu'entre 2009-2010, au moment où le monde, la peur du gendarme a rendu le monde très, j'allais dire, très ambitieux, deux utopies sont nées, celle qu'on allait réguler la finance et celle qu'on allait avoir une gouvernance mondiale, d'où dans cette idée qu'il y avait un G20 qui allait gouverner l'économie mondiale. Ces 2 utopies sont restées, ce qui est sympathique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aboutira pas un jour à ça, mais en tout cas aujourd'hui, on ne sait pas comment aboutir. Et la financiarisation, qui est la première contrainte, au fond, a poursuivi son développement. Juste un chiffre, parce que j'ai très peu de temps, il faut que vous sachiez que l'ensemble des produits financiers qui sont échangés, qui sont susceptibles d'être échangés quotidiennement, ça représente 10 fois le PIB mondial. Donc, comme l'idée, c'est que derrière chaque produit financier, il y a un sous-jacent qui correspond à l'économie réelle, vous voyez bien qu'il y a une petite difficulté. Et ceci n'est pas un problème, je vais dire, ni insoluble,
j'allais dire, irrattrapable. Il se trouve simplement qu'il y a une structure financière, une industrie financière qui s'est créée. Cette industrie a désormais sa propre logique et qu'une partie de cette finance est utilisée pour l'économie réelle, mais que ça n'est pas, en tous les cas, le contrôle de cette industrie financière qui permettra de réguler les flux financiers de l'économie réelle. Deuxième chose, très bien décrite dans le bouquin de Piketty, même si on n'en suit pas les conclusions, c'est le fait que le monde a développé par rapport à notre jeunesse, je vois beaucoup de gens ici qui font partie de la même génération que la mienne, développé une exacerbation des relations entre les patrimoines et les revenus les plus importants et les revenus les moins importants, enfin, symétriques. Souvenez-vous, dans notre jeunesse, on considérait qu'il y avait de 1 à 50, c'était déjà très important. On est à quelque chose qui est évidemment sans commune mesure. Et ceci signifie que ce problème se trouvera reposé dans l'ensemble des pays du monde, d'ailleurs. En tout cas, c'est un problème qui n'est pas résolu. Troisième sujet non résolu, c'est ce que j'appelle la délocalisation ou désindustrialisation des pays de l'OCDE. Les calculs que j'avais faits à l'époque revenaient à dire que c'était une période tout à fait étonnante, celle allant de 1995 à 2005, et qui avait eu en gros un transfert d'activité de 20% de la valeur ajoutée des pays de l'OCDE vers les pays émergents. C'est un phénomène que le monde n'a jamais connu, jamais connu. Par son importance, il y a eu énormément de délocalisation, énormément de transfert d'activité, mais jamais avec cette importance. Et il est clair que on voit apparaître aujourd'hui beaucoup de mouvements de relocalisation, mais pour que vous ayez juste en tête l'importance de ces mouvements, n'oubliez jamais que les économies, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est à donner des ordres de grandeur. Comme ordre de grandeur, le PIB industriel américain, c'est 10% du PIB américain global, environ. Peut-être un peu plus, un peu moins, tout dépend de la manière dont on le calcule. Et les ordres de grandeur de ce qu'on appelle la relocalisation d'activités liées au gaz de schiste, etc., c'est de 0,5. Donc on est sur des mouvements qui sont non négligeables, très importants, mais qui ne sont pas en réalité des relocalisations au sens aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Et ceci signifie simplement, si on le considère comme une contrainte non résolue, que les formes nouvelles de mondialisation seront très différentes. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître, dans les années qui viennent, vraisemblablement un recentrage d'activités sur des zones, ça a été dit, redit et surdit, notamment par les meilleurs économistes, mais je ne crois pas que ceci ait encore réellement vu le jour, et je crois que c'est ceci qui, au fond, marquera la période. Quand on a dit ça, on a le sentiment que ça fait déjà 3 contraintes très compliquées à gérer. En réalité, ma conviction, le point sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est plutôt ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est 3 choses qui sont très discutables, d'ailleurs, toutes les 3, dans leurs conséquences, dans l'analyse qui peut en être faite et les conséquences. C'est d'abord le phénomène de vieillissement, c'est-à-dire de choc démographique. Brodel disait que l'histoire du monde se résumait à l'histoire de la démographie. Il avait raison pour partie. C'est-à-dire que l'évolution de sociétés comme les nôtres est intimement liée à l'histoire de ce que j'appelle le vieillissement, c'est-à-dire, définition très simple, le fait que l'âge moyen d'une population a tendance à augmenter. Et ces phénomènes sont des phénomènes tout à fait significatifs. Pour un pays comme le nôtre, qui est plutôt, comme vous le savez, à démographie sympathique, on sait que 20% de la population a plus de 60 ans, et dans 10, 12 ans ou 13 ans, ce sera 30%. C'est majeur comme phénomène. C'est majeur pour 3 raisons. La première, c'est que ça coûte cher, même si je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle la silver economy, dans les faits, les calculs qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des coûts liés au vieillissement, c'est-à-dire les retraites, la santé, tout ce qui va, c'est de l'ordre. C'est compris entre, alors là aussi il y a beaucoup d'incertitudes, mais entre 3 et 6% du PIB, ce qui est énorme. Deuxième aspect, 3%, c'est quand on prend en compte une silver economy, c'est une économie très forte du vieillissement, donc qui permet d'avoir des activités qui sont liées
de manière positive à ce vieillissement. Le fait est que on a le sentiment également que le dynamisme d'une économie est très lié à sa capacité d'innovation. Je vais y revenir dans un instant, parce que c'est la deuxième nouvelle contrainte. Et une société les gens, au fond, à plus de 60 ans, ou à plus de 50 ans, ils sont en moyenne, statistiquement, ça ne concerne pas nous. Nous sommes restés très dynamiques, mais ils sont moins innovants que les gens de 20 ans. C'est la vie, ça. Même s'il y a des millions d'exceptions. Et donc, au moment où on imagine que les sociétés et l'économie mondiale va redémarrer ou va se réactiver à travers ce qu'on pourrait appeler des réformes, pas des accélérations des mouvements d'innovation, à ce moment-là, il est clair que le vieillissement est plutôt un peu contradictoire à cela. Et puis le troisième point, qui est pour moi le plus important, c'est que tout ce que j'ai indiqué, la réindustrialisation, l'ensemble des besoins qu'on va avoir de reconstituer dans nos pays, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, des capacités de production dans des secteurs d'activité nouveaux, suppose énormément d'investissements. Or, cette quantité énorme d'investissement est liée à la capacité d'avoir des formes d'épargne très importantes. Et cette épargne, il faut qu'elle puisse prendre des risques. Et puis, le vieillissement, c'est évidemment le fait que la population qui détient l'essentiel du patrimoine financier d'une société comme la nôtre, c'est vrai pour tous les pays de l'OCDE, est évidemment averse au risque et donc moins enclin à investir dans des investissements risqués. Donc on est dans une situation, cette première contrainte nouvelle, difficile. Moi, comme je dis, beaucoup de gens ont beaucoup travaillé sur ce sujet, et c'est évidemment le point le plus important. La deuxième contrainte, c'est celle du progrès technique. Pour que vous ayez un chiffre en tête, nous considérons, enfin les travaux montrent que depuis la première révolution industrielle, c'est-à-dire en gros depuis la fin du XVIIIe siècle, entre la moitié et les 2 tiers de la croissance sont liés à ce que nous appelons le progrès technique. Or, nous avons le sentiment les uns les autres, tous, que l'innovation est l'univers dans lequel nous baignons en permanence, les iPads, les trucs, tous les bins que vous travaillez avec vous et que vous avez soigneusement fermés pendant cet exposé. Mais dans la réalité, cette impression ne se traduit pas aujourd'hui par des chiffres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des pays du monde, l'ensemble, ont vu ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, c'est ce qui permet de mesurer le progrès technique, être divisé par 2 dans les 10 dernières années. Je vais vite, hein. C'est bien ça, c'est ça que je veux dire. Il me reste encore 2 minutes. 2 minutes, allez, 2 minutes de plus. Et donc, la Chine avait des gains de productivité qui étaient de l'ordre de 7, c'est passé à 4, les États-Unis de 4 à 2, et l'Europe de 2 à 1, en étant optimiste sur l'Europe. Donc il faut bien que vous compreniez que nous sommes dans une société dont un certain nombre d'économistes, à mon avis à tort, un certain nombre d'économistes présentent comme une période de la grande stagnation, la stagnation séculaire. Comment on va faire, la deuxième contrainte nouvelle, faire redémarrer le lien entre le progrès scientifique, l'invention et la capacité finalement de relancer la croissance par l'innovation. Et la troisième caractéristique, qui est à mon avis le résumé des conflits à venir, curieusement parce qu'on pense que les conflits ce sera le pétrole, ce sera des ressources rares plus traditionnelles. Ma conviction, c'est que la vraie ressource rare des 20 ans qui viennent, c'est l'épargne utile. Pourquoi? Parce que dans les 30 dernières années, le monde, notre monde, a vécu avec un investissement assez faible et une épargne disponible très importante, venue notamment des pays émergents qui tout simplement épargnaient, connu que les Chinois épargnaient 50% de leurs revenus, et par ailleurs, les phénomènes de vieillissement, je parle bien d'épargne utile, prête à s'investir dans des projets risqués, c'est ce qui crée la croissance, que cette épargne donc était, j'allais dire, très abondante, supérieure à l'investissement que nous souhaitions voir réaliser. C'est une des raisons pour lesquelles on a vu tout au long, sur une longue période, les taux d'intérêt baisser. Ma conviction, et c'est là-dessus que je termine, ma conviction, c'est que cette période bénie est une période qui est
fini, que le monde va se trouver avec une épargne utile déclinante pour la raison de vieillissement et pour la raison d'augmentation de la consommation des pays émergents et des besoins d'investissement de nos pays majeurs. Et donc la tension, cette contrainte ultime entre l'investissement nécessaire pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une situation de sous-emploi, et l'épargne disponible prête à prendre des risques, sera la tension forte. Quand vous regardez le plan Juncker, et je conclue là-dessus, le plan Juncker, qui est un plan, comme vous dites, de 315 milliards d'euros, mais en réalité de 21 milliards réels. Et encore réels, il faut y regarder de plus près. Dans ces 21 milliards, la première version consistait à dire il y a beaucoup d'épargne en Europe, laissons les gouvernements garantir j'allais dire, les investissements qui seront faits, comme nous le fîmes, nous en France, par exemple pour le programme nucléaire. Le programme nucléaire a été financé sur l'argent privé garanti par l'État, mais comme tout le monde a peur de l'augmentation de la dette, on va essayer de faire que cette garantie ne rentre pas dans les calculs de la dette. C'était ça l'idée du Juncker intelligent. Puis elle a disparu parce que c'est passé au tamis des autorités diverses et variées en Europe. Mais c'est le problème clé, et vous verrez, et vous voyez que c'est une conclusion qui est une conclusion à la fois pessimiste et optimiste, que le sujet clé sera de pouvoir rebondir sur de l'investissement, que ça n'est pas naturel, et que si nous sommes vraiment intelligents, nous utiliserons ce mot de garantie, la garantie, comme étant le moyen, finalement, de pouvoir nous relancer en utilisant l'épargne que nous avons, mais cette épargne, qui est une épargne de précaution de la part de ma génération, il faut qu'elle devienne une épargne d'investissement et de conquête. Merci. Merci beaucoup.